À la une de ce journal, la deuxième édition des rendez-vous des entrepreneurs s'est déroulée dans un contexte de digitalisation. Le thème retenu, s'approprier les nouvelles technologies pour réussir son business. Et la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier bilan du plan d'opération 2023 et d'élaboration du plan d'opération 2024 du parc national de Taï. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'actualité. Nous démarrons en entrepreneuriat où de plus en plus de femmes entrepreneuses dans l'âme sont à la tête des entreprises. Pour mieux jouer leur rôle dans le secteur de l'entrepreneuriat, elles ont organisé en collaboration avec la CGC la deuxième édition de Rendez-vous des entrepreneuses. Thème choisi, s'approprier les nouvelles technologies pour réussir son business. Djekou de Silva, Augustin Kra. Elles étaient là, les femmes entrepreneuses de Côte d'Ivoire. Elles ont répondu à l'invitation de Mme Valérie Ntakweseri, présidente du Haut Conseil des femmes chefs d'entreprise. Et pour cause, la deuxième édition du Rendez-vous des entrepreneuses. Une occasion pour la présidente du Haut Conseil de lancer un message aux femmes entrepreneuses de Côte d'Ivoire. C'est un rendez-vous qui nous permet de traiter les thématiques spécifiques aux femmes entrepreneurs pour le développement de leur business. Alors cette année, nous avons opté pour la technologie et l'innovation. Pour cette deuxième édition, il est revenu à Valérie Koulibaly, directrice de IPSA, d'animer une conférence sur le thème « S'approprier les nouvelles technologies pour réussir son business ». Aux femmes indépendantes, je dirais d'utiliser leur smartphone. Il faut d'abord avoir un smartphone et télécharger toutes les applications qui peuvent faciliter la vie de la femme d'affaires que vous êtes, pouvoir communiquer rapidement à un maximum de personnes et pouvoir contrôler votre business. C'est une journée qui pointe du doigt les besoins de transformation digitale de toutes les entreprises et les entreprises dirigées par les femmes ne sont pas en reste. Alors le digital peut servir de tremplin. Toute conférence est toujours bienvenue parce qu'il faut se former et s'informer. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir quand la conférencière parlait en parlant de l'éducation. Aujourd'hui, l'on remarque une progression en termes de croissance du leadership féminin en Côte d'Ivoire. La proportion d'entreprises formelles détenues en majorité par des femmes est passée de 15% en 2015 à 20% en 2019. Récemment, le débarcadère de la commune d'Atekoubé a servi de cadre pour la commémoration du 10e anniversaire de l'architecture de Yaoundé. L'événement a réuni les membres de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées de Côte d'Ivoire qui ont participé à cette célébration ponctuée par une remise de l'eau par le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et une visite des locaux. Michel Brou et Didier Guédé. Le débarcadère de la commune d'Atekoubé était dans la ferveur des réjouissances. Pour cause, la célébration des 10 années d'existence de l'architecture de Yaoundé par les populations et représentants de l'institution. Un lot composé de 5 brouettes et un réfrigérateur ont été remis aux femmes et à la jeunesse à cette occasion. L'architecture de Yaoundé est un projet novateur initié par les États d'Afrique de l'Ouest pour renforcer les mesures sécuritaires en mer et favoriser une meilleure gestion des activités marines transparentes par l'ensemble des acteurs. Pour la présidente de l'USCOFEPSI, cette journée était l'occasion de témoigner leur reconnaissance à ce centre pour son appui constant à l'autonomisation des acteurs du secteur de la pêche. Aujourd'hui, il faut dire que c'est le 10e anniversaire de l'architecture de Yaoundé. Nous entendons bien sûr à notre niveau par l'architecture de Yaoundé, c'est l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir lutter contre l'insécurité maritime. Voilà, donc ça fait 10 ans aujourd'hui que cette stratégie-là a été mise en place. Donc pour nous, vu les efforts qui ont été consentis, vu tout ce qui a été fait, il était important pour nous de nous mettre avec le Cresmao pour pouvoir célébrer ce 10e anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'au sein de cette architecture, ils ont pris en compte les besoins de la société civile. Et la société civile regroupe nous en tant qu'acteurs de tout autre secteur maritime, mais en l'occurrence le secteur de la pêche, qui reste un très grand secteur dans les activités maritimes. Le directeur du Centre régional maritime de l'Afrique de l'Ouest s'est félicité de l'initiative des femmes,
Toutefois, il les a exhortés à travailler en étroite collaboration à une saine évolution des activités de pêche. La célébration des 10 années d'existence de l'architecture de Yaoundé s'est achevée par une visite guidée des locaux du débarcadère bâti sur une superficie de 2 hectares, ainsi que les maraîchères et piscicultures de l'USCOFEPSI. Et parlons solutions numériques à présent, le groupe Ostec, spécialiste en infrastructure informatique, en cybersécurité, est désormais en Côte d'Ivoire. Une rencontre organisée pour le lancement de ces activités a permis au groupe de présenter ses solutions sur mesure et innovantes pour les entreprises ivoiriennes. Walter Kofi et Maru Siri. Des entreprises ivoiriennes solides, dotées de solutions numériques innovantes, une promesse faite par le groupe Ostec qui vient de poser ses valises à Abidjan. D'origine ghanéenne, l'entreprise débarque avec 23 ans d'expérience en solutions digitales et avec pour pilier l'infrastructure numérique, le service géré et la cybersécurité. Pour le lancement de ces activités, le PDG du groupe a partagé la vision de son institution, celle d'être un partenaire solide pour les entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons déjà dans plusieurs pays comme le Ghana, le Nigeria, la Guinée, la Gambie, et nous voulons pouvoir collaborer avec les entreprises ici en Côte d'Ivoire. Donc, venir en Côte d'Ivoire pour nous, c'est de pouvoir, dans un premier temps, collaborer, mais également apprendre, parce que nous savons que chaque fois qu'il y a interaction, il y a possibilité d'apprentissage. Et en faisant ceci, ça fait un rapport gagnant-gagnant pour les entreprises ici et pour nous également qui vont apporter de la valeur. Ostec permet aux entreprises de tirer une meilleure partie de leur système d'information, les accompagne dans l'utilisation de leur base de données, des compétences qui ont permis à la société d'être un partenaire clé auprès de géants de la téléphonie et d'institutions financières, un ensemble de compétences conçues avec des outils de dernière génération, dont l'intelligence artificielle. Oui, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une appropriation en fait de l'IA. Il faut comprendre qu'au niveau de Ostec, de l'IA même, en fait, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. C'est une nouvelle technologie et il faut que les personnes puissent la découvrir, mais surtout l'approprier chez nous ici. Et au niveau d'Ostec, en fait, Ostec a intégré déjà l'IA à toutes ces plateformes. Que nous avons une stratégie. Il faut dire que notre stratégie est basée d'abord sur le client. Voilà, parce que pour nous, il faudrait qu'on connaisse le besoin ou les besoins de nos clients. Et en anticipation, on a vu qu'aujourd'hui, il y a une révolution. Désormais en Côte d'Ivoire, Ostec se propose comme un nouveau contributeur au développement économique du pays et de la sous-région. La société se positionne comme un leader en solutions numériques et cybersécurité. Il entend attirer et fidéliser les meilleurs talents ivoiriens et tourner les entreprises du pays vers l'avenir. Afin de remédier aux imperfections constatées dans l'identification, la formulation, la budgétisation et le suivi et évaluation des projets académiques, talents et écoles de la deuxième chance, un atelier de formation a été organisé. Initié par la direction de la planification des statistiques et de l'informatique du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, elle avait pour but de renforcer les capacités de 52 directeurs et inspecteurs généraux. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Ils sont 52 agents, notamment un inspecteur général et des directeurs, à participer à cette formation. Initiée par la direction de la planification, des statistiques et de l'informatique du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l'appui de la direction des affaires financières, elle avait pour but d'assurer la coordination plus efficace des activités de planification en vue d'améliorer la performance des projets d'investissement. Au cours de cet atelier, il s'est agi pour les participants de s'approprier la démarche et la notion du processus de la chaîne de planification, de programmation, partager les expériences et les bonnes pratiques, définir les rôles et responsabilités des directions techniques dans le dispositif de suivi et évaluation des projets du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet atelier est un atelier de renforcement des capacités qui est destiné aux gestionnaires des crédits du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La problématique, c'est vraiment toute la chaîne
planification, programmation, budgétisation et suivi, évaluation. En cette année de la jeunesse où les défis qui attendent le ministère sont assez importants, notamment l'accélération même de la mise en œuvre des deux programmes du ministère, l'Académie des talents et l'École de la deuxième chance, pour lesquels la population attend beaucoup. Donc cela sous-entend que cette mise en œuvre, pour qu'elle soit accélérée, il faut que les managers qui sont en charge même de la mise en œuvre de ces activités aient leurs capacités renforcées. Les séances de cette formation ont été exécutées en mode plénière par des personnes ressources des ministères de l'économie, du plan et du développement et du ministère du budget et des finances. Comment redynamiser le secteur de la documentation et renforcer la formation technique et professionnelle? C'est en vue de répondre à cette question que le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR a initié une exposition vente de livres techniques et professionnels dénommée le livre technique de proximité. Une exposition faite récemment au lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Sandrine Kwame pour Le Point. Des centaines d'ouvrages exposés ici. Comme dénominateur commun, ces livres sont des œuvres didactiques de différentes filières techniques. Nous sommes au lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Le lycée accueille durant 2 jours une exposition vente de livres techniques et professionnels dénommée le livre technique de proximité, à l'initiative du CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. Alors aux apprenants, c'est vrai que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère du numérique, on a le livre numérique, on a les ordinateurs, tout et tout, mais rien de tel que d'avoir un livre physique entre les mains et de voir le détail et même de le garder pour la postérité. C'est un message d'encouragement, surtout au CIDFOR pour cette activité de longue haleine, que susciter cet engouement au niveau des enseignants pour produire des ouvrages de qualité en Côte d'Ivoire ici est une excellente idée à encourager. Le projet a été soutenu par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec qui a porté main forte à travers l'Association nationale des éditeurs de livres ANEL. En fait, on a plus de 200 ouvrages québécois qui sont reconnus pour justement l'approche par compétences. Et évidemment que ces ouvrages-là aussi ont été évalués par des pairs en Côte d'Ivoire pour s'assurer qu'ils étaient conformes, qu'ils répondaient aux attentes des centres de formation technique ici en Côte d'Ivoire. Rappelons que les journées du livre technique professionnel et du numérique servent de tribune aux acteurs de l'enseignement technique pour mettre en exergue les acquis de l'immersion et produire des ouvrages didactiques. Intéressons-nous à la littérature. La librairie Siloué de Cocody a accueilli la cérémonie de dédicace et de présentation du 2e livre intitulé La tragédie des jeunes aventuriers de l'écrivain Assis Nestor. Organisée par la Fondation Afrique et Paix, Médiation et Stabilité, cette occasion a été l'opportunité de sensibiliser la jeunesse à se détourner des voies illégales d'immigration, mettant ainsi leur vie en péril. Nous relate Michel Brou et Doumbia Ayouba. La tragédie des jeunes aventuriers est le nouveau-né de l'auteur et écrivain Assis Nestor, révélé à la cérémonie de dédicace et de présentation. Ce récit captivant plonge le lecteur dans l'univers des jeunes, prêts à risquer leur vie pour atteindre des rivages éloignés dans l'espoir d'une vie meilleure. J'avais un ami, particulier Alain, que vraiment c'est un ami, c'est un grand frère à moi, qui m'a beaucoup soutenu depuis mon enfance et tout. Et il a plusieurs fois passé les concours, ça n'allait pas. Donc il a dit, mais si les concours ne marchent pas, parce qu'il ne connaît personne et tout, il faut qu'il décide d'aller à l'étranger pour se faire une place au soleil pour aider ses parents. Et je sais que si Alain a réussi, c'est que j'ai réussi parce qu'il a le cœur. Et donc Alain étant donc à Tunis, ça n'allait pas. Avec la crise et tout, je l'ai appelé pour dire, ah, attention. Il m'a dit, non, envoie-moi de l'argent, je vais partir. Et chaque fois, j'avais du mal à lui trouver cet argent-là. Chaque fois, quand il me demandait, quand je veux lui donner, je voulais tellement lui donner, et que je n'arrivais pas. Mais en quelque sorte, il y avait un message, une main divine qui bloquait cette aide-là que je vais apporter à mon ami, je dirais à mon grand frère Alain. Et après, je lui ai demandé, mais le départ, il a dit, ah vraiment, il n'est pas parti, dit Dieu merci, parce que tous ceux qui sont partis sont morts, ils devaient passer par atterrir, je vais dire. Le livre se veut donc une invitation à la jeunesse à réfléchir aux conséquences désastreuses de l'immigration clandestine, une vision soutenue par les personnalités présentes. Je déconseille vivement
l'aventure par la Méditerranée. Et j'encourage cette jeunesse-là qui veut aller étudier, à poursuivre les études en Europe. C'est un apport en termes d'appui à l'écrivain qui a des idées lumineuses et pour l'encourager à aller plus loin, à chercher et à continuer à... La tragédie des jeunes aventuriers de Assis Nestor est son deuxième roman avec 173 pages, paru en novembre 2023 aux éditions Grâce Mondiale Group, après La paix en action, le chemin pour un monde paisible, sorti en mai 2023. Cette seconde œuvre vient contribuer à une prise de conscience de la jeunesse ivoirienne et africaine face au phénomène de l'immigration clandestine. Direction Yamoussoukro, à l'initiative de la Direction de l'investigation et des poursuites de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et en collaboration avec la GIZ, un atelier technique sur la validation du guide des actes de corruption et infractions assimilées a ouvert ses travaux. Cet atelier vise à soumettre à la discussion et à la validation des principaux acteurs de la chaîne pénale de répression de la corruption et des infractions assimilées, un projet de guide d'identification des actes de corruption et des infractions assimilées. Toutes les parties prenantes étaient à cet atelier de renforcement des capacités en vue de soumettre à la discussion et à la validation des principaux acteurs de la chaîne pénale de répression de la corruption et des infractions assimilées un projet de guide d'identification des actes de corruption et des infractions assimilées. Tout en contribuant à renforcer les capacités techniques des acteurs de la lutte contre la corruption, aussi bien au stade de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction que du jugement, ce guide a pour ambition d'être un document d'identification des actes de corruption et des infractions assimilées en vue d'une harmonisation de la compréhension des différents acteurs sur les éléments constitutifs des dites infractions. Le secrétaire général de la HABG, représentant le président de l'institution, a indiqué qu'au regard des défis à relever dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées et en vue de mener à bien ses missions, la HABG entend se doter d'outils de référence pour le recueil des informations et pour la conduite des enquêtes. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées étant multiforme et multisectorielle, elle nécessite pour être efficace des compétences nombreuses et variées qui ne peuvent être l'apanage d'une seule entité. Dans ce sens, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a toujours adopté une démarche participative et inclusive consistant à impliquer et solliciter la contribution des parties prenantes, en l'espèce celle des acteurs de la chaîne pénale de répression de la corruption. Je tiens à vous rassurer que l'expertise technique et les ressources financières du projet Bonne Gouvernance seront toujours disponibles et prêtes pour accompagner votre institution. Il s'agit d'un partenariat qui va s'inscrire dans la durée et s'adapter aux priorités. Cet atelier a pris fin le samedi 25 novembre dernier. Le reportage était signé Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Direction la ville balnéaire, où la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier bilan du plan d'opération 2023 et d'élaboration du plan d'opération 2024 du parc national de Taï. Objectif est dresser le bilan de l'exercice 2023 et élaborer le plan d'opération de l'exercice de l'année prochaine. Abel Kouaou, Diekou de Silva. À l'issue de cet atelier, le rapport dressant le bilan technique et financier de la mise en œuvre des activités du plan d'opération 2023 du parc national de Taï a été validé. Les activités, sous-activités et indicateurs du plan d'opération 2024 ont été identifiés et également validés, ainsi que le budget prévisionnel de la disponibilité du plan d'opération 2024 de la direction des zones sud-ouest. L'activité que nous organisons chaque année pendant le mois de novembre permet de faire le bilan des activités menées au cours de l'année en cours et de faire la programmation des activités pour l'année qui vient. Donc ça dit que nous faisons le bilan des activités conduites en 2023 et nous faisons la programmation des activités de celles de 2024. Parmi les partenaires, la Fondation des parcs et réserves, un véritable partenaire technique et financier,
Le directeur exécutif a exhorté les agents de l'OIPR. Nous sommes, je dirais, à côté de l'OIPR, au premier plan, dans la gestion de ce parc-là, puisque nous apportons annuellement donc, des financements substantiels pour permettre à l'OIPR de gérer le parc national de Taï. Tout le monde sait que le parc national de Taï est un bien commun qui appartient donc, je dirais, à l'humanité, puisqu'il fait partie donc, du site du patrimoine mondial. Il est inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial, d'où... Donc je voudrais vraiment dire merci au gouvernement pour toutes les actions entreprises pour aider à la préservation de cet important patrimoine. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1982, le parc national de Taï est géré par l'OIPR, appuyé dans sa mission par ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit entre autres de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande, la Wild Chimpanzee Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique. En dehors de nos frontières, le Nigeria prévoit de réduire son déficit budgétaire à 3,88% en 2024 contre une estimation de 6,11% en 2023. C'est ce qu'a indiqué le président nigérien Bola Ahmed Tinubu lors de la présentation du budget 2024 à l'Assemblée nationale. Selon le président, le déficit budgétaire devrait s'élever à 9 180 milliards de naira, environ 11,6 milliards de dollars en 2024, et sera financé par de nouveaux emprunts, des recettes issues de la privatisation ainsi que des prêts multilatéraux et bilatéraux sécurisés pour des projets de développement spécifiques. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.